Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ce matin à ce nouveau petit déjeuner de l'Alliance Digitale. Hein. Vous le savez, l'Alliance Digitale, c'est cette nouvelle structure qui réunit l'IAB France et la Mobile Marketing Association France et qui couvre désormais l'ensemble du marketing digital. Merci d'avoir bravé les intempéries et les grèves pour être parmi nous ce matin. Merci à ceux également qui nous suivent sur LinkedIn et désolé pour les quelques minutes de retard. Et on va avoir une matinée assez dense avec donc on va évoquer ce matin la publication du nouveau guide de la publicité digitale publié il y a déjà quelques semaines. J'aurai dans quelques instants quelques mots d'introduction avec Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour Jérôme. J'aurai également le plaisir d'animer une table ronde, toujours avec Augustin et d'autres speakers. On parlera plus en détail des problématiques d'adressabilité de la publicité digitale. Ensuite, un échange avec Fatma Alouche. Bonjour Fatma, on parlera de mesures dans cette ère cookie-less. Et nous aurons également le plaisir de découvrir les solutions méta en matière également de gestion de ces sujets-là. Et si nous n'avons pas trop de retard, il y aura aussi un petit moment pour une session de questions-réponses. Augustin Descrets, bonjour. Bonjour Jérôme. Déjà 3 ans que Google a annoncé la Privacy Sandbox et 3 ans évidemment que l'Alliance Digitale travaille sur ces sujets. Effectivement, en fin 2019, début 2020, l'ensemble du marché a pris avec plus ou moins de stupeur, parce que certains s'en doutaient, la fin annoncée du cookie tiers pour début 2022. Alors, c'est un compagnon de route qui nous suit depuis presque 30 ans, c'est ça, on va dire, 30 ans. Et par la seule volonté des navigateurs, il allait disparaître. Alors, c'est un compagnon de route qui est un peu imparfait, on va dire. Il est un peu lent, il est que sur le web. Enfin, il y a plein de défauts, mais il avait une grande qualité, c'est qu'il permettait de véhiculer de l'information, qui nous permettait de faire du ciblage, de la mesure, etc., etc. Et comme tu disais, 3 ans, il devait disparaître en fin 2021, début 2022. On est en 2023, il est toujours là, on va dire que c'est un survivant, et il est encore là pour encore 1 an. C'est ça, hein? C'est le calendrier officiel, effectivement, 2024, mais ça pourrait peut-être encore glisser. Alors, donc c'était début 2020. Début 2020, il y avait un nouveau bureau à l'IAB, et donc l'initiative de Nicolas Riol, qui était fraîchement élu président de l'IAB, on a décidé de créer un groupe de travail. Et on l'a naïvement appelé cookie-less. On pensait que ça résumait bien l'ensemble des problématiques. Et en fait, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus large que ça. Et on avait 3 objectifs en lançant ce groupe de travail. Le premier, c'est d'analyser et de comprendre. Comprendre quel était le rôle du cookie tiers, pour enfin délimiter le périmètre. Comprendre aussi quels pouvaient être les risques et les conséquences pour l'ensemble du marché. Donc on a fait des sondages auprès des membres de l'IAB. Et plus large que ça, pour l'ensemble de l'écosystème, mais aussi pour l'utilisateur. Donc on a essayé de savoir qui allait être impacté et comment, et savoir aussi et comprendre comment l'IAB pouvait jouer un rôle majeur dans la définition des nouveaux standards, on va dire, du ciblage, enfin des traceurs. Le deuxième objectif, c'était d'identifier. Une fois qu'on a défini, analysé quelles étaient les conséquences, il fallait identifier quelles étaient les solutions alternatives. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé les premiers groupes de travail. On a créé des groupes de travail sur le ciblage contextuel, sur le ciblage via des cookies first party. On a créé un groupe Rearc, qui était l'initiative du l'IAB Tech Lab. On a créé un groupe Privacy Sandbox pour pouvoir échanger avec Google. Et je tiens à remercier Google. Tous les 15 jours, on a pu poser des questions à Google sur la solution Google. Donc, ils étaient très ouverts. Etc., etc. Et la dernière brique, c'était de partager cette information. Alors, je vais reprendre une phrase, je ne suis pas sûr du contexte, mais je crois que c'est dans les Demoiselles de Boulogne, de Cocteau. Donc, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, c'était notre preuve d'amour aux membres de l'IAB. Il fallait qu'on partage cette information. Alors, on a créé des réunions mensuelles dans lesquelles on a partagé l'actualité, l'évolution des solutions qu'on trouvait, etc. On a fait une newsletter tous les 15 jours, dans laquelle, là aussi, on partageait l'information, etc. On a fait venir des intervenants extérieurs pour qu'ils nous partagent les nouveautés du marché. Et on a décidé, avec les membres de l'IAB, de créer un guide. Donc, on a lancé le premier guide fin 2020, le second fin 2021, et enfin, le nouveau, je vais cliquer, voilà, le troisième guide. On savait que le guide serait évolutif. Alors voilà, le troisième guide, au départ, je crois que le premier, on l'avait appelé « Quel avenir pour le cookie ?» Le cookie disparaît. Maintenant, le dernier guide s'appelle
J'oublie à chaque fois. Le guide de la nouvelle publicité digitale. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais ce guide est devenu au fil du temps une référence. La version 2 a été téléchargée à 7000 fois, ce qui est colossal. Donc c'est énorme, peut-être même plus maintenant. Alors j'en ai au moins téléchargé 10 ou 20 pour essayer de lancer la dynamique. Mais bon, le reste, c'est pas moi. On peut dire que la dernière version du guide, c'est vraiment la version de la maturité, quand on pourrait parler d'un album. C'est l'album de la maturité, c'est un peu ça. C'est la version de l'action. C'est la version des retours d'expérience du marché. On a vu pendant ces 3 années en fait un marché qui innovait énormément. C'est-à-dire qu'il y a eu des créations d'entreprises, il y en a beaucoup qui sont ici, hein, on en aura tout à l'heure après. Il y a eu des innovations technologiques. On a eu l'impression à un moment qu'on avait fait un retour en arrière, mais on a apporter encore plus de valeur à ces solutions. Il y a eu des fusions entre différentes entreprises, il y a eu des rapprochements entre des opérateurs télécoms européens. Donc c'était un marché excessivement dynamique. Donc grosso modo, on est en train de tourner la page, le marché tourne la page, on est dans une phase opérationnelle. Avant, on était dans une phase de création, mais maintenant on est dans une phase réellement opérationnelle. On est dans une phase opérationnelle dans laquelle on a pu tester l'ensemble des solutions. Je veux dire, à la limite, la seule solution qu'on n'a pas pu tester à grande échelle, c'est celle de Google. Voilà, mais bon. Un paradoxe dont nous allons reparler dans quelques minutes. Mais on peut remercier Google parce que finalement, l'industrie a été très, très, très créative et très innovante grâce à Google. Merci. Et voilà, donc ce guide est très riche en enseignements, en solutions. On tourne vraiment la page comme je disais, des idées. On est vraiment dans la partie opérationnelle. Il y a un enjeu quand même qui arrive, c'est de comment faire vivre ces différentes solutions, parce qu'on passe d'un univers qui était assez simple, hein, avec une solution unique, avec une palette de réponses, une palette de solutions. Donc voilà, l'enjeu, ça va être d'apporter de l'efficacité et de la simplicité avec une multitude de solutions. En tout cas, beaucoup de gens ont travaillé au sein de l'Alliance Digitale sur ces guides. On peut peut-être les mentionner, les remercier. Alors moi, je ne suis qu'un porte-parole. J'ai le rôle le plus facile. Mais il y a une multitude de personnes qui ont travaillé sur ce guide. Et il y a une personne très importante qui n'est pas là ce matin, qui est Margarita, qui est en convalescence. Donc on la salue, elle nous regarde en live. J'aimerais aussi remercier l'ensemble des équipes de l'IAB et de l'Alliance Digitale, et plus particulièrement Stanislas Legrain, qui a suivi tous ces guides et tous ces groupes de travail pendant plusieurs années. Donc voilà, donc il y a énormément de personnes qui ont travaillé. C'est un vrai travail de fond, on ne se rend pas compte. Hein, c'est-à-dire que ce guide est une référence grâce à ces personnes. Et donc voilà. Donc on peut peut-être en citer quelques-uns. On aura d'ailleurs quelques-uns sur scène dans quelques instants. Arnaud Serjac, donc Margarita dont je parlais, Laurent Nicolas, Julien Delomo, qui était très important dans la relation avec Google et des questions qu'on pouvait poser. Paul Lepercher, Noël Jaffré, etc. etc. Il y a beaucoup de personnes. La première année, il y avait 90 personnes qui participaient aux 5 groupes de travail. Et petit à petit, les gens se sont renouvelés, etc. Voilà. Et en tout cas, donc un nouveau guide de la publicité digitale, et puis un nouveau titre qui démontre effectivement l'ambition désormais de ce guide, de ne pas se limiter aux cookies-less. Oui, en fait, on était un peu naïf au départ. Hein. On pensait que c'était juste une problématique de cookies. En fait, on sent que l'industrie est en train de se réinventer. Le cookie, en fait, il était vraiment imparfait. C'était pas forcément la bonne solution. Et on a pu innover, on a pu apporter de la valeur. Donc, on voit que l'industrie se transforme. On a eu une chance aussi en France, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle recommandation de la CNIL sur le consentement. Donc, on a une part aussi de l'audience qui est sans cookies. Donc, on a pu se réinventer aussi plus rapidement que les autres marchés. Oui. Très bien, donc des sujets dont nous allons parler dans quelques instants au cours de la table ronde. L'objectif, c'est de dépasser les 7000 téléchargements pour ce guide. On peut déjà aller sur le site de l'Alliance Digitale. J'en ai déjà fait 100, donc voilà. Si on fait 100 chacun, on atteindra peut-être ce chiffre à la fin de la journée. Merci en tout cas, Augustin. Merci, je te propose de rester avec nous sur scène et on va inviter nos 3 autres speakers, Arnaud Serjac, Julien Delomo et Laurent Nicolas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur scène, on peut les applaudir. Bonjour à tout le monde. Alors on va parler effectivement d'adressabilité à l'heure du cookie-less. C'est un sujet évidemment qui est traité dans ce guide, mais on va démarrer peut-être par un petit tour de présentation. Arnaud, qu'est-ce que vous faites chez Cyrdata et quelle est l'activité de Cyrdata ?
Alors bonjour Jérôme et bonjour à tous. Arnaud Sirjac, je travaille chez Sordata, donc un spécialiste de l'adressabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre métier, c'est de mettre à disposition des audiences pour améliorer le ciblage et les performances des campagnes publicitaires de nos clients, donc les agences médias, les annonceurs et les régies publicitaires. Et ces audiences-là, on va pouvoir les mettre à disposition, quel que soit l'environnement technique, technologique et réglementaire. Donc, est-ce que je suis avec un utilisateur sur lequel j'ai un cookie ou non? Est-ce que j'ai le consentement de l'utilisateur ou non? Et quelle que soit la réponse, on est capable de fournir un ciblage. Un ciblage utilisateur avec un cookie, un ciblage utilisateur cookieless, donc basé sur l'identité, ou un ciblage contextuel qui est cookieless by design. Oui, je voulais juste compléter en disant que en parallèle, effectivement, depuis 2 ans, je co-leadais le groupe de travail contextuel au sein de la task force Cookieless, piloté par Augustin. Et cette année, je copilote avec Paul le groupe de travail sur l'adressabilité. Très bien. À ta droite, Julien Delomo, bonjour, qui travaille chez Xandr. Est-ce qu'également tu peux présenter Xandr et puis ton oui, bien sûr. au sein de cette société? Donc Xandr, c'est anciennement AppNexus. C'est un vendor qui fournit une techno à la fois côté sell-side pour les éditeurs, donc la partie SSP, ad server, et à la fois côté buy-side pour les agences annonceurs, donc la partie DSP, qui a été racheté récemment par Microsoft l'année dernière. Et donc du coup, on est un acteur qui fournit sur l'ensemble de la chaîne une techno pour faire opérer notamment les achats programmatiques. Et donc depuis 3 ans maintenant, on est assez actif justement sur comment est-ce qu'on fait évoluer cette techno pour accompagner nos clients sur les problématiques donc cookieless et comme vous l'avez bien dit au début, au-delà du cookieless sur toutes ces nouvelles initiatives. Et au sein de l'Alliance Digitale, tu étais un petit peu l'expert sandbox. Hein? Oui, alors je ne sais pas si j'ai du mal à m'appeler expert sandbox, mais effectivement, j'ai piloté un petit peu le groupe de travail qui travaillait sur la partie privacy sandbox. Donc j'étais en avant des discussions avec Google, dont parlait Augustin tout à l'heure. Donc, tous les 15 jours, on avait des rendez-vous avec Google. C'est un petit peu plus écarté maintenant, mais on continue à avoir des réunions assez régulières avec eux pour essayer d'avancer, comprendre, mettre en avant, faire remonter en fait les points qu'on peut avoir, nous, qu'on pense qui, dans les propositions qui sont actuellement designées, qui pourraient être problématiques ou autres, pour essayer justement de les faire évoluer. On est écouté d'ailleurs, il y a eu des changements récemment par rapport à des commentaires qu'on avait pu faire remonter. Donc, il y a eu un dialogue et on va reparler de la sandbox dans quelques instants. À ta droite, Laurent Nicolas, bonjour. Donc, bonjour. Après avoir révolutionné le concept de viewability, il y a une quinzaine d'années déjà. C'est ça, il y a 15 ans. Nouvelle aventure entrepreneuriale, Implicit, j'espère que je le prononce bien. Implicit, tout à fait. C'est quoi l'activité? Alors Implicit, ça fait un peu la synthèse de mes 25 années d'expérience, puisque en 98, j'ai fait les premiers panels internet en France, une boîte qui s'appelait NetValue, qui a été rachetée par Nielsen, qui équipe maintenant les panels de millimétrie. Et après avoir créé Implicit et donc Lenti, pardon, et inventé la mesure de visibilité et rejoint Xandr suite à l'acquisition. Donc là, on a créé Implicit en 2020, et ça fait un peu cette synthèse. Parce que ma vision, c'est que avec la raréfaction des data utilisateurs, il faut trouver d'autres sources de données pour pouvoir faire du ciblage et derrière faire de la mesure. Et donc l'idée, c'est de prendre, on a un accord avec Médiamétrie, de prendre les données des panels internet de Médiamétrie et de les travailler statistiquement pour aller en programmatique avec une granularité qui n'était pas du tout celle du media planning d'il y a 20 ans, aller faire du ciblage et d'autres choses super intéressantes. Donc on réinvente, c'est exactement ce que tu disais, toute la publicité digitale doit se réinventer, il faut tout réinventer avec des méthodes différentes de ce qui existait avec les cookies et le consentement par avec défaut. Une vraie expertise sur ce qu'on appelle le contextuel. Hein. Et donc c'est une méthode contextuelle, exactement, tu fais bien de le préciser, une méthode contextuelle où on va chercher les URL par URL, les environnements les plus affinitaires avec n'importe quelle cible qu'on peut chercher à créer. Alors Augustin, ton activité principale, c'est pas uniquement l'IAB, hein, c'est évidemment Index Exchange. Est-ce que tu peux nous présenter aussi en quelques mots l'activité de ce grand nom aussi de la pub digitale? Alors Index Exchange, c'est une entreprise canadienne, c'est un SSP indépendant, donc un SSP, on travaille du côté de l'offre, supply, voilà. Et pourquoi on s'est investi dans ce groupe de travail? Parce que par définition, dans le programmatique, le cookie est un élément important pour transférer de l'information. Et un SSP comme un DSP, on va devoir travailler avec l'ensemble des solutions du marché. Donc on sera compatible avec toutes les solutions qui ont été présentées dans le guide. Et c'est important d'avoir cette hauteur par rapport à ça. Voilà.
Alors on va faire un tour de table sur les technologies. Le guide qui avait introduit cette notion de strate, d'adressabilité, avec cette notion de pyramide. Arnaud, on peut dire que bon, même si le cookie tiers a vocation peut-être à disparaître, il restera des technologies de ciblage individuel, les advertising IDs, les ID tiers et les cookies first. Le ciblage individuel va se poursuivre. Ouais, exactement. Le ciblage utilisateur va se poursuivre, alors de manière différente, parce qu'avec beaucoup plus de diversité. Donc on a, et je pense qu'on y reviendra par ailleurs, on a beaucoup plus de diversité et de solutions existantes pour pallier au cookie tiers, qui était une solution unique que tout le monde pouvait utiliser. Donc sur cette partie des ID, justement, il y a une diversité parce que il y a plusieurs familles d'ID. Donc cette capacité à identifier un utilisateur sans cookie, et il y a une diversité aussi dans la manière dont on va distribuer cette donnée qui est basée sur un identifiant. Donc sur les familles d'ID, on a les identifiants qui sont déterministes. Donc le guide d'ailleurs que vous pouvez télécharger, il explique beaucoup mieux que moi, mais les solutions déterministes, c'est basé sur l'email, c'est basé sur le cookie first, qu'il soit cross-domaine ou non, ou encore ça peut être basé sur un identifiant créé par des télécoms, puisqu'on a vu qu'il y a une initiative TrustPID. TrustPID, ouais. Ouais, exactement, donc avec Vodafone et Orange notamment, qui crée un ID télécom. Donc ces solutions, c'est bien parce que elles sont très précises, c'est du déterministe. Par contre, elles ont parfois un petit peu moins de reach. Il y a les solutions d'ID qui sont probabilistes, où là on se base sur des signaux faibles, type l'adresse IP et des métadonnées, qui permet là par contre d'avoir beaucoup plus de reach, mais une précision un petit peu moindre. Et il y a les solutions hybrides qui vont combiner les deux solutions, donc au travers d'un graph ID, qui vont essayer de trouver le meilleur des deux mondes entre la précision et le reach, en utilisant justement du déterministe et du probabiliste. Est-ce qu'il faut faire le deuil d'un standard comme a pu être le cookie ? Alors oui, clairement, parce que encore une fois, on a une diversité de solutions. Et alors encore, là, je parle que des ID, donc il y a aussi derrière le contextuel, il y a des API, notamment de Google, etc. Donc oui, il faut faire le deuil du cookie. Ça n'empêche pas qu'on peut continuer à cibler de l'utilisateur, avoir de la donnée utilisateur qui répond à un certain nombre d'enjeux auxquels ne répondent pas forcément tous les types de ciblage. Mais oui, il faut en faire le deuil. Et même en termes de distribution, j'en parlais, c'est différent de ce qu'on avait avec le cookie. Le deuil d'un standard, il y aura une diversité de technologies. Exactement. Alors après, c'est au marché de se mettre en ordre de marche pour essayer de standardiser au maximum, ou en tout cas d'avoir plus d'interopérabilité. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est assez fragmenté. Et quand je disais sur la distribution, il y a des ID qui ont vocation à être universels, c'est-à-dire ils vont transiter dans tout l'écosystème publicitaire, ils vont être échangés entre les différents acteurs de la chaîne, les SSP, les DSP, les DMP, etc. Et il y a des ID qui vont servir uniquement à identifier, mais qui ne vont pas transiter dans la chaîne. Donc on va, et c'est le cas par exemple du standard Seller Defined Audience, on va pouvoir utiliser l'identifiant pour injecter un ID de segment lié à une impression in-bid request sans sortir d'identifiant en fait, et donc ne pas faire transiter d'identifiant utilisateur dans l'écosystème programmatique. Alors parmi les ruptures technologiques, il y a aussi, Julien, l'arrivée des API. En tout cas, c'est ce que souhaite faire Google avec la Sandbox. Ça veut dire qu'on gérerait l'identification des individus ou des cohortes au niveau du navigateur web. C'est une nouveauté, ça. Oui, tout à fait. En fait, donc la Privacy Sandbox, pour remettre dans le contexte, c'est la solution que Google, les équipes Chrome notamment, ont amené à l'époque au moment où elles ont annoncé justement la fin du cookie tiers. Je précise aussi parce que le cookie first va survivre. Exactement, va continuer à survivre. Le cookie tiers, lui, il a déjà à moitié disparu. Et quand je dis à moitié, c'est pas, c'est vraiment 50%. Aujourd'hui, en France, c'est 50% des enchères programmatiques qui n'ont plus d'identifiant web, qui n'ont plus de cookies. Parce qu'on parle de Google et de Chrome, mais effectivement, avant ça, il y avait Firefox et Apple. Firefox, Safari. Compliqué la collecte du cookie. Exactement. Il y a Firefox, Safari qui sont déjà des navigateurs importants, même si pas autant que Chrome, qui ont déjà arrêté les cookies tiers depuis plusieurs années. Et en plus de ces navigateurs-là, il y a également aussi tout le contexte légal, RGPD, renforcement d'e-privacy qui est arrivé, qui a réduit en fait la part des identifiants. Donc aujourd'hui, c'est 50%. Donc le cookie tiers, non seulement il faut faire le deuil, mais il est déjà un pied dans la tombe. La Privacy Sandbox, donc, c'est la solution qu'avait présenté Google à l'époque, où ils ont annoncé justement que eux également, Chrome allait arrêter le support du cookie tiers, donc 2022 à l'époque, et puis maintenant ça a été reporté à 2024. C'est quoi la Privacy Sandbox? En fait, c'est pas une solution, c'est un ensemble de propositions qui sont effectivement basées sur des API navigateurs, c'est-à-dire des nouvelles fonctionnalités du navigateur qui cherchent à remplacer le cookie tiers,
Et là où le cookie tiers était une sorte de couteau suisse, c'était juste une base technologique qui d'ailleurs à l'époque n'avait pas du tout été conçue pour soutenir les besoins de la publicité. C'est la publicité qui a adopté le cookie et qui l'a adapté à ses besoins. Et c'était on va dire l'avantage du cookie, c'est qu'il était extrêmement flexible dans ce qu'il permettait de faire. C'était aussi a priori son désavantage, puisque du coup on pouvait faire des choses qui n'étaient pas forcément appréciable ou apprécié. C'est la raison pour laquelle les navigateurs ont décidé d'y mettre fin. Et ce que Google propose de faire via la Price Sandbox, c'est de le remplacer par des différentes propositions et cette fois avoir des propositions qui soient beaucoup moins flexibles, beaucoup plus orientées, qui soient vraiment designées dès le début avec les besoins de la publicité en tête. Alors c'est un challenge plus compliqué qu'il ne peut y paraître, ce qui explique certainement les reports. Mais dans la Price Sandbox, on va retrouver plusieurs propositions. Les principales, on va avoir maintenant aujourd'hui, ça va être Topics pour tout ce qui est ciblage par centre d'intérêt, Fledge qui va plutôt toucher tout ce qui est retargeting, et on va avoir Attribution Reporting API, ARA, qui elle est plus sur la partie mesure, attribution. Donc dans les 3 cas, évidemment, ce sont des API qui vont permettre de faire des requêtes sur les serveurs. Laurent, il y a une API qui va parler de contextuel, Topics dans la sandbox, mais il y a aussi plein d'autres technologies qui sont apparues avec un changement un peu de paradigme. On ne cible plus les individus, on cible tout simplement les contextes de navigation. Et c'est un peu retour vers le futur, ça. Si tu veux, mais en fait, comme je disais, c'est retour vers le futur avec un bond technologique important par rapport à ce qu'on appelait le media planning il y a 20 ans. Donc, le programmatique a apporté une granularité qu'on n'avait pas et une flexibilité qui est vraiment unique sur les médias. Et si je veux quelque part un peu résumer ce que mes petits camarades viennent de dire, on a sur la gauche, tu as bien fait de nous mettre dans ce sens-là, enfin sur ma gauche, les ID qui persistent, qui permettent de cibler un individu. Au milieu, Privacy Sandbox, quelque part, c'est le navigateur qui cible, mais qui va cibler de façon statistique, avec du bruit. Donc on n'est pas sur du ciblage d'un individu, les données vont être réagrégées, on n'est pas capable de retrouver un individu. Donc on est sur quelque chose qui est, comment dire, assez... un peu plus large. On va parler de la couverture d'ailleurs juste après. Et derrière, la troisième étape, c'est tout ce qui est ciblage contextuel. Quand on n'a pas du tout d'accès, ou on ne souhaite pas avoir, parce que des annonceurs ne souhaitent pas avoir accès à la donnée utilisateur, pour des questions RSE par exemple, qu'est-ce qui nous reste ? Il reste le contexte. Et le contexte, une des sources d'information du contexte, c'est l'URL, la page. Après, il y en a d'autres qui ne sont pas encore complètement utilisés, comme le jour, l'heure, etc., ou les navigateurs. Il y a certaines informations qui vont rester, qui permettent de faire des choses intéressantes. Et le contexte, à partir des informations qu'on a quand on n'a pas d'infos de data utilisateur, on va pouvoir séparer ça en deux grandes catégories. Une catégorie qui va regarder de quoi parle le contexte, donc la page dans laquelle la pub s'affiche. Et ça, c'est ce qui s'est développé le premier dans le contextuel, c'est tout ce qui est analyse sémantique, qui va regarder quel est l'environnement sémantique de l'affichage d'une publicité pour savoir ce qui peut être pertinent pour une campagne de telle catégorie de produits et trouver les pages qui correspondent. L'autre façon d'utiliser le contextuel, c'est d'aller regarder qui est derrière la page, qui est dans laquelle la pub va s'afficher. Et donc là, c'est des techniques comme l'utilisation de panels pour savoir quelle est l'audience d'une URL particulière ou d'un groupe d'URL, et pouvoir faire des statistiques pour dire je vais maximiser l'audience, je vais maximiser la probabilité de toucher une cible donnée en achetant telle ou telle URL. Donc ça, c'est les deux grandes catégories du contexte, et c'est ce qui permet en fait d'avoir la couverture la plus large, parce qu'on n'a pas besoin ni d'ID, ni de data, ni de consentement, parce que en fait les données sont juste au niveau du contexte et pas de l'individu. On va reparler couverture dans un instant. Avant ça, Augustin, un mot sur cette multiplication des technologies. Il faut être agnostique. On voit l'utilité finalement du guide, on voit que c'est très riche, mais que c'est aussi très complexe. On passe d'un cookie tiers qui était finalement assez simple, comme disait Julien. Oui, un standard. Un standard, finalement, que chacun pouvait maîtriser, utiliser avec des défauts, etc. Mais à des solutions qui répondent à chaque fois à des problématiques bien spécifiques
D'où la nécessité d'avoir un peu de recul, un peu de hauteur, d'avoir ce guide. Alors je dis pas que c'est une fin en soi, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un seul groupe comme ça en Europe qui travaille avec autant de profondeur, autant de hauteur. Le guide, quand je dis que c'est une référence, c'est vraiment une référence. S'il était en anglais, je pense qu'on serait à 50 000 70 000 téléchargements. Quand on voit ce qui est fait à l'IAB Europe, à l'IAB en Angleterre, même aux États-Unis, on est bien plus en avance. Donc c'est très complexe. On va en parler à Nicolas, parce qu'il a aussi un pied à l'IAB Europe, je crois. Nicolas, oui. Je me disais Laurent Nicolas, je me disais pourquoi tu l'appelles Nicolas? Oui, tout à fait. Donc voilà, complexe, il faut passer un peu de temps, il faut bien définir des stratégies. Voilà, complexe et riche. Multiplication des technologies. Un mot que Laurent a commencé à évoquer avec la question de la couverture. Arnaud, quand on parle d'ID individuel, évidemment, c'est lié à la question du consentement. Et sans consentement, c'est compliqué aujourd'hui de faire ce ciblage au niveau de l'individu. Oui, clairement. Alors après, ça change pas grand-chose par rapport au cookie tiers, puisque c'était aussi le cas. Pour le cookie tiers, il fallait un consentement. Pour l'ID unique, pendant une dizaine d'années, c'était assez souple. C'était plus souple. Mais depuis 2018, c'est plus le cas. Et avant même que Google annonce la fin des cookies tiers, c'était déjà plus le cas. La récréation était terminée. Avec le RGPD, donc on va fêter les 5 ans dans quelques semaines, je crois. On va fêter les 5 ans, exactement. Donc effectivement, avec les ID, aujourd'hui, il y a la nécessité d'avoir un consentement. Ça n'a pas changé, parce que c'est de la donnée personnelle, il y a un utilisateur, etc. Donc ça n'a pas changé. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, selon les typologies d'ID et les familles d'ID, le reach n'est pas forcément le même, au détriment d'une précision plus ou moins forte. Mais en fait, au-delà de ça, la question, c'est plutôt l'interopérabilité entre ces différentes solutions et ce que disait Augustin, cette capacité à utiliser plusieurs solutions de manière simple et à moindre surcoût. On parle même plus de coût, on parle de surcoût. Et ça va être le véritable enjeu en fait de notre industrie. Si on devait donner quelques chiffres aujourd'hui, quel pourcentage de l'inventaire est adressable au niveau individuel? Parce que les taux d'opt-in, ils sont un peu en dessous de 50%, je crois, sur les consentements aujourd'hui. Alors, pas sur le consentement, les 50% dont parlait Julien, c'est si on combine la partie baisse du taux de consentement, donc des utilisateurs, et les environnements sur lesquels on n'a aujourd'hui pas de cookies tiers, comme Safari et Firefox. Là, on atteint à peu près les 50%. Sur la partie consentement, ça dépend un petit peu des typologies de sites, si c'est du média, si c'est de l'annonceur. On va être entre 60 et 80% de taux de consentement. Mais la complexité, c'est effectivement les environnements où il n'y a pas aujourd'hui de cookies tiers. Un mot également, Julien, sur la notion de cohorte qui est aussi introduite par la Privacy Sandbox de Google. C'est une notion relativement nouvelle aujourd'hui en publicité. On est dans un groupe d'individus qui partagent des mêmes attributs, mais on n'est plus au niveau de l'individu. Exactement, c'est un des principes de la Privacy Sandbox, c'est d'arrêter le ciblage au niveau individu cross-domaine et donc de passer sur un niveau cohorte, un niveau groupe d'individus. Alors le premier point important, et on en parlait un petit peu avant cette table ronde, mais c'est que il y a eu, je pense, une mauvaise interprétation à l'époque où ça a été annoncé du marché, qui était de se dire bah tiens, si on passe sur un niveau cohorte, groupe, on va du coup se sortir justement de ces problématiques RGPD, e-privacy sur le consentement, sur le consentement qui viennent d'arriver. Donc ça, c'est un premier point qui n'est pas vrai. Parce qu'il faut le consentement également pour adresser une cohorte. Exactement, il faut le consentement. C'est-à-dire que la solution de la Privacy Sandbox avec laquelle que Google est en train de mettre en place, cette solution dans tous les cas, elle va nécessiter, puisque c'est dans le navigateur, donc elle va nécessiter ce qu'on appelle du lecture-écriture au niveau du navigateur. Et ça, c'est e-privacy, donc consentement. Il y a encore des traitements de données personnelles, même si effectivement ils sont peut-être moins évident que ce qu'on avait avec le cookie tiers. Donc on est encore soumis au RGPD dans une certaine mesure. Donc le niveau cohorte, il est intéressant, il permet d'arriver à faire de nouvelles choses, d'autres choses, mais il ne faut pas penser que c'est non plus une solution un peu magique à toutes ces problématiques légales qui sont arrivées depuis quelques années. En tout cas, ça ne règle pas la question de la couverture. Est-ce qu'on maintient le même niveau de performance ? Alors, sur les questions de performance par rapport à la Privacy Sandbox, pour l'instant, c'est aujourd'hui assez difficile de se prononcer, puisqu'on est encore, contrairement aux autres solutions, telles que les identifiants, telles que les solutions contextuelles dont ont pu parler mes camarades, la Privacy Sandbox, elle est encore en construction. Donc, il y a des phases de test qui ont commencé depuis un moment maintenant. Ça fait 1 an qu'il y a un
grand test qui a été lancé par Google sur les 3 principales propositions que sont Topic, Fledge et Ara, dont je parlais tout à l'heure. Mais les tests n'ont pas énormément avancé. On pourra peut-être y revenir un petit peu après. Il y a quelques tests qui ont pu être faits. On a Criteo notamment qui avait publié sur la partie Topics, donc les centres d'intérêt, un article assez poussé sur justement la pertinence de la solution et qui en fait arrivait à la conclusion qu'en l'état aujourd'hui, la solution de Topics qui classe les centres d'intérêt des utilisateurs uniquement sur la base du domaine, donc même pas le sous-domaine, même pas l'URL ou le contenu de la page. Le fait de baser uniquement sur le domaine, on arrive en fait à des centres d'intérêt qui sont assez lambda et peu attractifs pour les centres d'intérêt recherchés par les annonceurs. Donc d'un point de vue performance, Donc il y a des interrogations sur la capacité à conserver le même niveau de performance en abandonnant le ciblage individuel. Exactement. Alors Laurent, sur la question de la couverture, tu as commencé à l'expliquer. Quand on adopte une approche par contexte, on peut aussi du coup être consentless. On peut adresser l'ensemble des inventaires. Tout à fait. En fait, quelque part, le ciblage contextuel est un ciblage qui va renseigner sur l'environnement dans lequel la publicité s'exécute ou s'affiche, et pas sur l'individu qui est derrière. Et donc, on est à la limite quelque part du domaine des études, parce que c'est de l'information, mais c'est de l'information qui est rendue activable par l'intégration dans les plateformes programmatiques. Donc ce qui veut dire qu'en fait on n'a pas besoin de cookies, on n'a pas besoin de consentement, et donc ça permet d'avoir un discours qui dit à un annonceur, je te promets que tu peux potentiellement, ça reste potentiel, toucher 100% d'une cible qui t'intéresse, et non pas si tu fais aujourd'hui du cookie, la cible très intéressante par exemple des possesseurs d'iPhone, elle n'est pas accessible avec du ciblage cookie, etc. Donc c'est un problème pour les annonceurs directement de se dire que si aujourd'hui, comme le disait Julien, il y a 50% des contacts publicitaires qui n'ont pas de data associée, ça veut dire qu'il y a 50% d'une population qu'on cherche à toucher, qu'on ne peut pas toucher si on utilise des solutions basées sur des ID. Donc c'est une vraie question pour les annonceurs, parce que toucher 100% de sa cible, avoir une couverture sur cible supérieure à 50%, c'est souvent vital. Voilà, et donc il y a des inventaires à aller réinvestir en changeant un petit peu de paradigme, et le contextuel y contribue. Complètement. Augustin, la couverture sur cible, c'est un vieux sujet dans le monde des agences et des annonceurs, c'est un sujet important. On se le posait peut-être pas il y a quelques années, maintenant ça redevient un vrai sujet avec tous ces changements technologiques et juridiques. Non, ça a toujours été un élément important. Après, est-ce qu'il y a un point commun qu'on voit au travers de tout le monde, c'est effectivement le cadre juridique. Et on l'a mis, nous, au départ, on avait une task force qui était dédiée justement au cadre juridique, parce qu'on a vu, à chaque fois qu'il y a une rupture, on voit des personnes et des innovations aller dans tous les sens. Et effectivement, comme l'a dit Julien, parfois même des acteurs majeurs oublient le cadre juridique et vont au-delà de ça. Donc le cadre juridique est très important, et c'est effectivement ce qui a limité la couverture sur cible. Donc c'est l'intérêt de pouvoir multiplier les différentes sources de ciblage, parce qu'on va pouvoir augmenter cette couverture sur cible. La difficulté, c'est de pouvoir agréger toutes ces données et d'avoir une mesure commune. Et c'est là l'enjeu, et c'est maintenant, on arrive dans cette période-là. L'Alliance digitale a un rôle majeur à jouer. Les groupes de travail, notamment mesure et adressabilité, vont avoir beaucoup de pain sur la planche, parce qu'il faut pouvoir agréger toutes ces données pour effectivement avoir une couverture sur cible suffisante par rapport à la demande des annonceurs. Ouais, ça c'est un vrai défi. Il n'y a pas une solution qui répond à l'ensemble de la problématique. Et en tout cas, la volonté, c'est de proposer ces différents niveaux pour essayer de couvrir toutes les problématiques des annonceurs. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Il y aura peut-être certaines solutions qui vont pouvoir répondre à l'ensemble des problématiques, quoique il faut qu'on voit avec les solutions de Google, mais on n'aura pas le choix. Julien l'évoquait, les technologies proposées par Google ne sont pas encore arrivées à maturité. On pourrait presque parler de paradoxe. Arnaud, aujourd'hui, est-ce qu'il faut attendre la Privacy Sandbox, ou est-ce que les technologies alternatives sont, elles, déjà arrivées à maturité ?
Alors, c'est un paradoxe, oui et non, parce que finalement, on est dans une industrie où il y a toujours eu beaucoup d'innovation, beaucoup de nouvelles solutions. Ces dernières années, le nombre de sociétés dans la tech a explosé, que ce soit des petites startups, des grosses tech. Donc, c'est pas tellement une surprise que l'industrie ait pu se mettre en ordre de marche pour développer des solutions qui permettent de pallier à la fin des cookies tiers. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de solutions, pas encore toutes, mais qui sont arrivées à maturité et qui permettent aujourd'hui de faire du ciblage sans cookie tiers de manière aussi performante que quand on avait le cookie, tout en préservant d'ailleurs l'open web. Donc de ce point de vue-là, clairement, l'industrie a su se mettre en ordre de marche et aller plus vite que Google qui... Là, pour le coup, il y a un paradoxe, avait peut-être mal anticipé la complexité et les enjeux de mettre fin aux cookies tiers et a complètement explosé les deadlines qu'il avait fixés au départ. Julien, on le disait, les API de Google sont plutôt en retard. Je ne sais pas s'il est question que Firefox ou Safari les adoptent. En tout cas, il y a des alternatives aujourd'hui dans tous les domaines. Alors, il y a des alternatives dont on a pu parler, et même au sein de la Price Sandbox qui cherche à amener des solutions basées sur le navigateur. Il y a d'autres groupes de travail qui se sont créés au niveau du W3C, donc qui régit les standards du web. Donc le PAT-CG, Private Advertising Technology Community Group, qui vient rassembler justement, alors je vais pas envie de dire un public plus large, parce que déjà beaucoup de monde participait. Le Price Sandbox, c'est un projet ouvert mené par Google, mais sur lequel l'industrie participait. Mais au sein du PAT-CG, on a eu d'autres acteurs. Par exemple, on est ici dans les locaux de Meta. Meta est arrivé avec leur propre proposition conjointement avec Firefox, IPA, sur la partie attribution, mesure. On a même Safari, qui est le pionnier de la disparition des cookies tiers, qui a créé sa propre solution d'attribution, alors qui est plus ou moins utilisable au niveau de notre industrie, mais en tout cas, il y avait une volonté de faire quelque chose, d'amener des solutions sur cette partie-là. Donc on voit qu'effectivement, c'est assez complexe comme type de solution, les solutions navigateurs, non seulement parce que d'un point de vue innovation, c'est quelque chose qui, pour le coup, est vraiment complètement nouveau, il faut réinventer tout ça, parce qu'il n'y a pas un seul navigateur, il y en a plusieurs, donc il faut travailler avec l'ensemble des différents acteurs et arriver à trouver des accords, des consensus entre ces différents acteurs, et aussi parce qu'il y a un cadre légal autour de tout ça. On le sait, mais depuis que Google a fait l'annonce des cookies tiers, ils ont été encore plus surveillés par les régulateurs et ils ont notamment pris des engagements auprès de la CMA. Voilà, et on rappelle qu'il y a même un procès pour abus de position dominante qui s'est ouvert aux États-Unis, donc c'est des sujets compliqués aujourd'hui. Ce qui fait Google. que c'est aussi pour ça, je pense, ça peut expliquer les retards dans les solutions, mais qui, pour moi, ne sont pas à négliger, puisque je pense peuvent vraiment apporter des choses supplémentaires, complémentaires des autres solutions qui existent aujourd'hui. Laurent, dans la pub contextuelle, est-ce que Topics a une chance de s'imposer ou ce sera forcément des solutions alternatives? Alors, la grosse difficulté en fait pour Google, c'est de trouver le bon équilibre entre j'apporte une solution qui est pertinente pour le marché, qui permet de faire des choses suffisamment fines, suffisamment efficaces, et en même temps je respecte la vie privée. Et j'ai l'impression, pour avoir assisté à quelques réunions avec Google, que cette difficulté-là n'est pas complètement tranchée, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment on a le sentiment qu'ils ont un peu peur d'être pris la main dans le sac à suivre, à faire du tracking des gens, ce que les gens les équipes de Chrome veulent vraiment éviter. Et donc la contrepartie, c'est d'avoir de l'information. Quand Julien disait au niveau domaine, classifier les domaines et s'arrêter au domaine, même pas l'URL, c'est de l'information qui est assez aujourd'hui, qui respecte très bien la vie privée, mais qui est peu intéressante, alors que le ciblage contextuel, lui, permet de regarder le contenu d'une page ou l'individu qui est derrière la page, mais d'un point de vue statistique, et donc quelque part est beaucoup plus riche que la version de Topic aujourd'hui telle qu'elle est. Et cette ambiguïté entre l'intérêt et le respect de la vie privée est assez dur à gérer du point de vue des API de Google. Augustin, on peut parler de paradoxe sur ce marché aujourd'hui? Un paradoxe, mais j'aimerais aussi dire que Google nous a laissé du temps, contrairement aux autres navigateurs où c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. Je me souviens, je crois que c'était Firefox, c'était pendant Demesco 2019, pof, c'est arrivé. Google a prévenu et Google a prévenu l'ensemble du marché en disant voilà, début 2022, on arrête le cookie tiers. Vous avez 2 ans pour vous préparer.
Finalement, pour des raisons X, Y, on n'a pas eu 2 ans, pour l'instant on est à 3 ans. Et c'est probablement ce qui nous a permis de mieux nous préparer, d'être prêts. On aura probablement une année supplémentaire. Mais de toute façon, la solution que Google va mettre en place sera une solution qui sera adoptée par l'ensemble du marché. Google, c'est 60-70% du marché selon les pays dans lesquels on se trouve. Donc de toute façon, on va tous travailler avec cette solution. Il n'y a pas le choix. On peut quand même se poser la question, est-ce que cette sandbox, c'est pas un peu une boîte de Pandore que Google a ouvert et qui ouvre la porte à beaucoup de solutions alternatives. Je vais demander à tous les quatre un petit mot de conclusion. Arnaud, ça serait quoi votre vision des prochaines années pour le marché de la publicité digitale ? Alors, les prochaines années, clairement, c'est cette capacité pour les annonceurs à choisir différentes solutions pour répondre à des objectifs de précision, de privacy et de performance pour les campagnes. Aujourd'hui, là, on l'a vu, il y a de nombreuses solutions, il y a une palette de solutions, même comme le disait Augustin. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, et on l'a répété, on le répète encore, notamment pour les annonceurs, c'est qu'on est déjà dans de la fin des cookies tiers. On a déjà un pied dedans et c'est intéressant parce que on avait l'impression qu'on avait un petit peu délaissé finalement ces quelques 40-50% d'utilisateurs qu'on pouvait plus adresser et on le redécouvre quelque part qu'on peut aujourd'hui adresser des nouveaux prospects et clients et avoir un beau terrain de jeu. Donc je pense qu'il y a un bel avenir pour la publicité digitale et le ciblage parce qu'il y a toutes ces solutions aujourd'hui qui existent et qui permettent de faire des belles choses et d'avoir de belles performances. Et un avenir évidemment qui passe par Sir Data. Évidemment. Julien, également un mot de conclusion. Oui, moi je pense que le futur de la publicité, ça va être vraiment, justement, on était passé de cette solution unique qui était le cookie à, je crois que c'était Augustin qui parlait d'une palette de solutions en introduction. Je trouve que le mot est bien trouvé. En fait, les différentes solutions dont on a parlé aujourd'hui, elles ont chacune des avantages, des inconvénients. Je pense que prises séparément, il n'y en a aucune qui permet de faire tout ce que faisait le cookie tiers. Par contre, prises ensemble, elles permettent d'aller même au-delà de ce que faisait le cookie tiers. Donc que ce soit les solutions d'identifiants qui vont permettre de résoudre des challenges qu'on n'avait jamais réussi vraiment à faire avec le cookie, comme le cross-device par exemple. Que ce soit les solutions contextuelles qui vont permettre, elles, d'avoir un reach extrêmement important, d'aller retrouver des audiences qu'on avait perdues maintenant depuis plusieurs années, les 50% d'utilisateurs sans cookies, sans consentement. Et les solutions navigateurs vont venir également rapporter par-dessus ça. Donc c'est un mal pour un bien et dans ce monde d'après, évidemment, Microsoft et Xandr sont évidemment incontournables. Évidemment. Je pense qu'en plus, on a nous, cette particularité d'être également un navigateur, donc d'avoir un pied des deux côtés, ce qui n'est pas négligeable. Oui, on rappelle les solutions Edge ou tout un tas d'autres produits chez Microsoft. Merci. Laurent, également un mot de conclusion. Le futur de la publicité, il va passer notamment par le ciblage contextuel. Oui, moi, parce que ma vision, c'est que en fait, les datas vont pas disparaître. Ce serait dommage qu'elles disparaissent. Elles doivent changer de mode de fonctionnement. C'est ce qui est en train de se passer. Mais elles vont pas disparaître. Simplement, elles vont être limitées à un périmètre plus restreint. Mais on va pouvoir utiliser ces datas pour aller nourrir des systèmes qui vont les généraliser. Si on a des ID universels qui couvrent 10-20% de la population, on va devoir traiter les 80-90% qui restent. Et ça va se passer par des méthodes de généralisation, d'extrapolation. Donc en fait, c'est le retour des statistiques dans le monde de la pub. Les mathmen. En plus, les Mad Men. Les Mad Men, exactement. Et je trouve que c'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça apporte des méthodes où on va reparler d'individus et pas d'ID, etc. Donc on remet un peu aussi du marketing, du markman dans ce cas-là, dans l'équation. Donc c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. On va arriver à une publicité qui ne va pas perdre en performance et qui pourra, au contraire, comme le disait Julien, aller plus loin sur certains côtés, sur la couverture, sur des précisions de ciblage. Et parmi les solutions, il y aura implicite, évidemment. Et implicite, nous, notre volonté, c'est vraiment de participer à la réinvention de tout cet écosystème publicitaire, du ciblage, la mesure. Et donc, il y a plein de choses à réinventer. C'est super excitant. Super. Augustin, le mot de la fin, on peut être optimiste ? Évidemment qu'on peut être optimiste. On passe d'un univers, en fait, c'est comme si on avait une seule langue, un seul langage, mais avec 10 mots de vocabulaire,
à une multitude de langues différentes avec beaucoup plus de profondeur. Donc la difficulté, c'est qu'il faut les faire interagir, donc il va falloir apprendre les langues des autres pour essayer de convertir, de traduire un peu ce que font les autres pour avoir un niveau de mesure équivalent, mais ça va être tellement plus riche. En fait, le cookie tiers, c'était nul. On peut le dire entre nous. Il y avait des solutions qui existaient. On n'avait pas réussi à les faire émerger. Ce qu'a réussi à faire Google avec cette annonce, enfin Google et les autres navigateurs, c'est de faire sortir du guet toutes ces solutions qui existaient, dont on parlait, mais parce qu'on était trop feignants. C'était trop facile d'utiliser le cookie tiers. Donc oui, un futur incroyable. Et après 25 ans de domination, effectivement, le cookie tiers ouvre une nouvelle page pour la publicité digitale. Une page évidemment que l'Alliance digitale contribuera à écrire. Bien sûr. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir. Merci. Et je vais demander à Fatma Alouche, bonjour Fatma, de nous rejoindre sur scène. On peut l'applaudir. Installez-vous. Alors on va s'asseoir. Fatma Alouche, lead data science chez Publicis Media, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité ? Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Fatma Alouche, lead data et analytics chez Publicis Media. Je fais partie de l'équipe data et technologie. Au sein de notre équipe, on travaille sur des use cases d'insight, de mesure et d'activation. Et aujourd'hui, comme on parle on est focus mesure cross cookieless. Nous on mesure des KPI pour monitorer nos campagnes, ou on mesure des KPI d'effectiveness de brand, toutes les problématiques sales, évidemment business, que vos clients annonceurs peuvent réclamer. Oui. Alors avant de parler du présent et du futur, un petit mot du passé. Le cookie tiers, il était évidemment incontournable dans vos métiers, aussi bien pour la partie activation que pour la partie mesure. Pour la partie mesure, encore, c'est plus délicat. L'alternative un petit peu au cookie tiers. Avant de parler des alternatives, ça a été ces dernières années absolument incontournable pour vous. Vous faisiez tout avec. Oui. C'était incontournable. Ça permet d'avoir une mesure fine, de pouvoir concilier des parcours, faire des mesures, quelle que soit de l'attribution. On parlait de couverture, la répétition, tous ces sujets évidemment importants. C'était trop facile, comme disait Augustin, d'avoir un standard. C'était pratique en tout cas. Disons que moi, honnêtement, je suis arrivée quand le cookie tiers dans le domaine du média, quand le cookie tiers a commencé à disparaître. D'accord. Donc, je me suis confrontée directement aux difficultés de cette disparition. Bon, c'est pas des difficultés, c'est toujours des perspectives. Et c'est pour ça que vous avez été recruté d'ailleurs. Je pense. Merci disparition du cookie tiers. C'est ça. Alors aujourd'hui, donc votre arrivée, évidemment, elle est là pour résoudre cette disparition d'une donnée qui était évidemment centrale dans ces métiers de la publicité. C'est quoi concrètement les options que vous avez sur la partie mesure, les alternatives au cookie tiers en matière de mesure? Bon, les alternatives au cookie tiers au niveau mesure, là le marché se tourne, enfin si on fait une catégorisation des solutions possibles, c'est les mesures individualisées en passant par les cookies first party ou par les ID universels, les mesures agrégées. Là, on peut parler de plateformes technologiques ou de méthodes statistiques pour trouver une alternative. Sur la partie technologique, on peut citer les data clean room. Sur la partie méthodologique, c'est les méthodes statistiques qui ont repris, en fait. Il y a eu de l'essor. Donc, c'est basé sur de la temporalité. C'est des méthodes apparentées au MMM, à l'expérimentation également. C'est des tests statistiques pour mesurer l'efficacité. Et les méthodes hybrides, on peut citer aussi les data clean room parce qu'on peut avoir des mesures à l'échelle de l'individu ou en mode agrégé. Et ce sont des technologies qui vont permettre de tout mesurer, aussi bien les problématiques de branding que des problématiques plus liées à la performance? En fait, on peut avoir des mesures liées au branding, si on a un objectif branding,
et d'autres types de mesures liées à la performance. C'est pas exactement les mêmes méthodes qu'on peut utiliser pour justement répondre à la question. Quand il s'agit de mesures branding, on est plutôt focus marque, attention, rétention, mémorisation et engagement autour de la marque. Et là, on utilise des méthodes telles que les ID universels, les data clean room ou les mesures d'attention. Quand on est plutôt dans un objectif performance, donc performance média ou performance business. Dans le cadre de performance média, on peut utiliser des data clean room, AdHub, Amazon Marketing Cloud ou d'autres méthodes aussi telles que les ID universels également, ils peuvent répondre. Et pour les mesures sur la partie brand, sales, business, plutôt du retail media, des data clean room ou des ID, également des ID universels, des méthodes aussi probabilistes, telles que les post-tests. D'accord, donc on va adapter un peu sa technologie en fonction de sa stratégie, ses objectifs d'annonceur. Oui. En fait, on n'a pas un seul type de mesure pour répondre à une question. On a une palette de méthodes qui peuvent répondre à la question. Il faudra choisir une ou plusieurs, puisqu'on est maintenant dans un monde plutôt probabiliste que déterministe. Il faut arbitrer derrière comment choisir ces méthodes pour répondre. Alors, en matière d'adressabilité, on parlait tout à l'heure de la question de l'individu, des cohortes. Est-ce qu'on peut toujours faire une mesure au niveau individuel ou ça va être de plus en plus compliqué, les échantillons vont se raréfier? Nous pouvons toujours faire une mesure individualisée, mais qui sera assez complexe parce qu'il faudra vérifier l'unicité, il faudra que l'ID universel soit interopérable, qu'il soit unique. C'est encore plus délicat que le ciblage. Oui, parce qu'il n'est pas si universel que ça, l'ID universel. Hein. Non. Donc, il y a là, vous venez de parler un petit peu sur l'interopérabilité des plateformes, le cross-device. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc la réponse, ça sera un peu mathématique. Hein, c'est cette approche probabiliste pour extrapoler des données déterministes. Pour extrapoler des données déterministes, travailler des mesures agrégées, je pense que c'est beaucoup plus donné que de se focaliser sur les mesures individualisées après la disparition du cookie. Ouais, ça sera compliqué. Alors une autre question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire une mesure en temps réel aujourd'hui? Parce qu'il y a pas mal d'annonceurs qui avaient introduit des technologies permettant d'adapter très vite le message et d'optimiser leur campagne en cours de campagne. Est-ce qu'avec la fin des cookies tiers, ça se complique un peu aussi de ce point de vue-là? Est-ce que quand je veux faire de la mesure de la performance, j'ai besoin du temps réel? C'est pas l'enjeu en fait. On n'est pas dans une question de bid qu'il faut répondre vite. Là, on est dans une question, je veux mesurer. Et généralement, les solutions qui sont proposées par le marché dans un cadre de mesure, c'est plutôt, il y a du différé. Ça peut être de l'ordre des heures. Google, il y a toujours du différé et du bruitage pour préserver la privacy. Et dans le retail media, par exemple, on est à J-1, J-2. Ce qui reste, en fait, il faut attendre pour pouvoir mesurer. Et même dans d'autres... en fait, le temps réel n'est pas un enjeu pour toutes les questions de la publicité digitale. Pour le cas de la mesure, je ne pense pas que c'est le premier enjeu à... D'accord. Mais en tout cas, on peut avoir un début de réponse en quelques heures et quelques jours et quand même optimiser sa campagne en cours de route. Et généralement, par exemple, Google, ils nous disent attendez 7 jours que la campagne se mette en place pour pouvoir tirer des insights. D'accord, c'est la temporalité à laquelle on peut s'attendre lorsqu'on mène désormais des campagnes. Une autre solution auquelle on peut aussi... une autre question qu'on peut se poser, c'est la question du coût de la mesure. Et est-ce que du coup, c'est toujours rentable de mesurer ces campagnes? Parce qu'il y a de plus en plus de technologies, ça coûte cher. Les technologies ou les infrastructures cloud coûtent moins cher, je trouve. Il y a beaucoup plus... moi, j'ai tourné la question autrement. Qu'est-ce qui coûte cher quand on veut faire de la mesure? Qu'est-ce qui nous coûte cher?
c'est les ressources autour de la mesure. Parce qu'on nécessite beaucoup plus de gens, enfin, pour répondre à ce genre de sujet. Une équipe pluridisciplinaire en fait travaille et c'est les ressources. Généralement, en agence, nous sommes des équipes pluridisciplinaires et donc nous pouvons répondre rapidement à ce genre de sujet. Et ce qui coûte cher pour moi, c'est toujours la collecte des données. La collecte des données, c'est toujours le gros problème. Maintenant, les annonceurs, les agences, tout le monde prennent conscience autour de la centralisation des données. Donc, on voit une émergence des data platforms et quand les données sont centralisées, la mesure devient un use case. Et donc, elle sera alimentée de manière continue avec les données. Et dans ce cas-là, pour moi, ma vision, c'est qu'une mesure automatisée, c'est une mesure rentable. Une mesure ad hoc, ça dépend du contexte. Mais une mesure automatisée, c'est une mesure rentable. D'accord, donc il faut systématiser, automatiser la mesure pour qu'elle soit amortie. Pour que ça soit rentabilisé dans le temps. Très bien. Au-delà de la mesure, il y a aussi des sujets qui sont traités dans le guide, qui sont liés à l'attribution, avec des parcours qui sont plus sophistiqués. Avec cette multiplication des technologies, est-ce que c'est également plus compliqué de mesurer l'attribution ? Déjà, parlons de l'attribution aujourd'hui. La majorité des annonceurs, ils se basent sur du last paid click. Moi, personnellement, j'ai vu plus de demandes autour de l'attribution cette dernière année, autour de je veux voir les synergies entre les leviers, comment les leviers contribuent. Et là, les annonceurs demandent beaucoup plus des modèles data-driven qui prennent en compte l'ensemble des touches dans un parcours. Les cookies tiers vont disparaître, donc les parcours, on les aura plus. Comment on peut pallier à ça? Il y a les data clean room, les walled garden. On peut faire des mesures d'attribution via les walled garden, donc toutes les données seront agrégées. 2, il y a les packages open source qui sont proposés par Google ou par Meta, qui proposent des méthodes alternatives au modèle d'attribution, telles que c'est des méthodes qui s'apparentent un petit peu aux MMM, mais dans un cadre un peu micro, les Regressive Based Attribution, et on peut utiliser aussi les modèles proposés par les packages open source de Meta et de Google, Robin, Lightweight MMM. Donc une fois de plus, il faudra multiplier les technologies pour... les technologies et les méthodologies, les statistiques et la technique. Et du coup, ça sera ma dernière question. Dans cet univers cookie-less, finalement, on aura besoin de plus d'agences comme Publicis. Vous êtes absolument incontournable parce que c'est un environnement très compliqué. Oui, incontournable. En fait, nous sommes incontournables parce qu'en fait, le sujet, il est complexe. Ça nécessite beaucoup d'expertise autour pour trouver des solutions. Et nous, chez Publicis Media, en fait, on a des équipes techniques, on est très proche des opérationnels. Donc, nous sommes les premiers à se heurter à la réalité. Et en plus, nous sommes les sachants parce qu'on travaille avec différents annonceurs. Donc, on a plusieurs challenges à lesquels on répond tous les jours. Et nous travaillons également avec l'Alliance Digitale sur les PET, les Privacy Enhanced Technologies, pour une mesure agnostique et efficace. Très bien. En tout cas, chez Publicis Media, il y a des mad men, des math men et puis des math women. Merci Fatma Alouche. Merci beaucoup. On va terminer cette matinée avec une présentation de Daniel Krivicki, Marketing Science Partner chez Meta, qui va nous parler des Privacy Enhancing Technologies. Daniel, c'est à vous. Merci à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Daniel Krivicki, je suis business engineer chez Meta. Et dans le guide de l'Alliance Digitale de cette année, vous trouverez pour la première fois mention d'un concept appelé Privacy Enhancing Technology, ou sinon en français, technologie protectrice de la confidentialité. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de la vision de Meta sur le rôle de ces technologies dans l'avenir de la publicité à la performance. Je vais prendre mon clicker. OK.
Voilà. Donc, tout d'abord, je voudrais rebondir rapidement sur le contexte sur lequel on a parlé ce matin. Nous savons que c'est les données qui permettent la personnalisation des contenus en ligne, notamment des contenus publicitaires. Et cette personnalisation est devenue une partie importante de notre économie digitale. Mais désormais, le public se pose des questions importantes sur la façon dont les entreprises utilisent ces données. Les gens veulent plus de transparence sur comment est-ce que leurs données sont utilisées pour leur délivrer de la valeur par les entreprises, et ils veulent pouvoir choisir de ne pas partager leurs données avec les entreprises. Et ces questions importantes sont en cours de transformer le secteur de la publicité. Donc avec plusieurs conséquences. La première, c'est que les personnes ne partagent plus systématiquement les données avec les sites web, notamment au travers de solutions technologiques telles que les adblockers. Ça, on le connaissait déjà. Deuxièmement, les politiques et les réglementations évoluent pour donner aux gens plus d'options non technologiques de limiter ce partage de données, par exemple au travers de l'application de la RGPD en Europe. Et puis troisièmement, les plateformes telles que les navigateurs ont mis en place des nouvelles politiques qui limitent les données partagées avec les entreprises en regroupant ces données et en supprimant les données individuelles. Donc, par exemple, on a le App Tracking Transparency de Apple qui a amené à des solutions telles que le Private Click Measurement ou SCAN, et qui a aussi, ainsi qu'à la fin de la prise en charge des cookies par Google. Au cours de la dernière année, nous avons beaucoup insisté chez Meta sur le fait que pour nous, la confidentialité et la personnalisation sont compatibles. Et dans un tel monde, d'un côté, les gens comprendront comment leurs données sont utilisées, continueront à découvrir des services et des produits qui feront leur bonheur, mais en même temps disposeront d'options utiles pour personnaliser leur expérience, notamment publicitaire. Et d'un autre côté, les entreprises continueront à avoir un retour sur investissement solide, une rentabilité améliorée et une meilleure compréhension de l'impact de leur publicité. Et nous appelons cela des performances qui respectent les préférences. Alors, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour arriver à cette vision, donc voyons ce qui se passe dans l'industrie dans ce sens. Comme vous pouvez le lire dans le nouveau guide de l'Alliance digitale et comme on en a parlé ce matin, les acteurs du secteur explorent de nombreuses pistes. Donc d'un côté, on a des entreprises qui vont qui investissent dans des technologies pour restreindre et empêcher l'identification de personnes, ce qui rend plus difficile le maintien de cas d'usage publicitaire importants tels que le ciblage, la recherche de conversion ou la mesure de l'impact publicitaire. Il sera également plus difficile de fournir des expériences personnalisées en ligne. D'un autre côté, on a d'autres entreprises comme Meta et Google qui travaillent à remplacer la technologie back-end actuelle par des technologies protectrices de la confidentialité qui utiliseront des données agrégées ou anonymes. Enfin, on a aussi d'autres initiatives, d'autres entreprises qui cherchent à recréer des moyens d'identifier les personnes. On a parlé d'alternatives comme Unified ID et d'autres. Alors parlons des technologies protectrices de la confidentialité un peu plus en détail et voyons comment elles peuvent permettre de concilier confidentialité et personnalisation. Alors je tiens à insister que ces approches ne sont pas des solutions ou des produits en soi. C'est plus des ensembles de techniques et technologies qui peuvent être appliquées aux données que nous utilisons dans les solutions actuelles et futures. Et nous considérons chez Meta que ces technologies et techniques seront essentielles pour l'avenir de la publicité à la performance. À la fois pour les gens dont la confidentialité et la personnalisation sera respectée et préservée, et pour les entreprises dont elles préserveront les performances marketing et les possibilités de mesure. Et nous pensons que ces technologies permettront l'émergence d'une nouvelle génération de publicité digitale. Et nous investissons donc dans une collaboration avec d'un côté le monde publicitaire, avec des organisations internationales telles que l'IAB Tech Lab ou le W3C, afin de créer des solutions et de chercher à trouver des nouveaux standards pour l'industrie. Alors nous portons nos efforts sur plusieurs technologies car nous pensons que ce sera une combinaison de celles-ci qui aidera à construire cette prochaine génération de publicité digitale. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui rapidement de deux techniques que nous avons discutées lors des sessions de travail de l'Alliance digitale au cours de la dernière année et que vous retrouverez dans le guide. La première est la confidentialité différentielle. Donc cette technique, on en parlait d'ailleurs un peu avant, consiste à rajouter du bruit ou sinon des données aléatoires à l'ensemble de données ou à agréger les données à un certain seuil afin que ces données deviennent anonymisées et que les personnes individuelles ne puissent plus être réidentifiées.
Et cette confidentialité différentielle est typiquement combinée à d'autres techniques pour offrir un niveau de protection supplémentaire. Et vous la retrouverez dans différentes propositions du marché, notamment dans la Privacy Sandbox de Google. La deuxième technique a un nom un peu plus barbare, de calcul multipartite sécurisé en français. En anglais, multi-party computation. Elle permet à 2 ou plusieurs parties de calculer ensemble la solution à un problème sans qu'aucune de ces parties n'ait accès à toutes les données. Ça permet à des entreprises d'obtenir des nouvelles informations ensemble tout en préservant la confidentialité de leurs données sous-jacentes respectives. Et c'est particulièrement pertinent pour les entreprises pour lesquelles la confidentialité est un sujet de préoccupation majeur ou pour les entreprises qui exercent dans des secteurs réglementés. Alors, je tiens à préciser que nous n'avons pas inventé ces techniques. Certaines d'entre elles existent depuis les années 80 dans les secteurs de la santé ou de la recherche, et notamment les calculs multiparties sécurisés et utilisés depuis longtemps par les acteurs de la santé pour analyser des tendances entre institutions médicales sans pour autant révéler des informations sensibles, des données d'hôpitaux. Notre contribution consiste à transformer ces techniques en technologies qui pourraient être applicables pour les usages de la publicité digitale et à l'échelle nécessaire pour ça. Et c'est un investissement qui s'étend sur plusieurs années. Et voilà un aperçu de notre calendrier à long terme. Alors c'est comme toujours avec la technologie, on en parlait de la roadmap de Google sur la Privacy Sandbox. Les choses peuvent changer, mais nous voulons vous donner une idée des sujets sur lesquels nos équipes se concentrent. Alors nous cherchons à répondre aux différents cas d'usage importants pour les entreprises. Le premier sur lequel nous travaillons sont des solutions de mesure qui sont actuellement en cours de test et dont la mise sur le marché approche. Voilà, certaines d'entre elles ont été mentionnées avant. Et nous avançons également sur des solutions liées à la diffusion de publicité ou à la recherche de conversion, mais celles-ci sont encore dans des phases un peu plus précoces. Et ça viendra encore. Donc, voilà, certaines de ces technologies prendront encore des années à être développées. Qu'est-ce que vous pouvez faire au fur et à mesure de leur développement et quelle est la voie à suivre pour les secteurs? Alors, commençons par voir ce que vous pouvez faire pour votre entreprise. Bon, je vais tester les produits et les solutions de Meta et nous donner votre avis est un excellent moyen de faire des progrès ensemble en termes de technologie protectrice de la confidentialité. Je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça, mais vous pouvez vous rapprocher de vos interlocuteurs Meta pour en savoir un peu plus sur nos produits de calcul privé en cours de test, notamment Private Lift et Private Attribution. Au-delà de ça, pensez à participer aux conversations du secteur pour influencer les normes et les technologies à venir, mais si vous êtes là, c'est que vous le faites déjà d'une certaine façon. Et en ce qui concerne les mesures qui ne sont pas directement technologiques, et on en parlait aussi au sujet de comment est-ce que le consentement s'appliquera à toutes ces nouvelles innovations. Vous devrez continuer à réfléchir sur comment donner plus de transparence sur l'utilisation de vos données par votre entreprise. Par exemple, vous pouvez vous demander comment informer votre clientèle sur la façon dont leurs données sont utilisées pour leur donner de la valeur dans leur expérience utilisateur. Et enfin, soigner les données que vous recueillez est essentiel, quelles que soient les solutions que vous adoptez par la suite. Alors, voyons comment le secteur lui-même peut progresser. Alors, c'est très important pour Meta de ne pas nous contenter de créer des produits qui nous profiteront à nous, mais au contraire de soutenir l'ensemble de l'écosystème avec des solutions axées sur la confidentialité. Pour ça, nous avons 4 approches. Et certaines d'entre elles ont été mentionnées déjà aujourd'hui. La première sont des propositions pour l'industrie. Nous avons travaillé avec Mozilla pour une nouvelle proposition appelée Interoperable Private Attribution. Il s'agit d'un système pour les navigateurs web qui pourrait être conçu pour être compatible avec toutes les plateformes et tous les navigateurs et qui pourrait utiliser une technologie protectrice de la confidentialité pour prendre en charge l'attribution tout en garantissant la confidentialité des données. C'est justement en cours de discussion, notamment au PAD-CG, au W3C. Ensuite, nous mettons nos solutions technologiques à disposition des développeurs. Donc, nous open sourçons nos solutions, comme nous l'avons fait pour notre framework de calcul privé ou pour celui de Mixed Media Measurement, afin que d'autres acteurs du secteur puissent utiliser ce que nous avons appris pour développer leurs propres solutions. C'est aussi important pour nous de collaborer avec des consortiums du secteur. Par exemple, nous travaillons avec la World Federation of Advertisers pour développer une solution de mesure de couverture multicanal qui fonctionnerait avec plusieurs acteurs majeurs de l'écosystème. Et enfin, nous cherchons à diffuser
les connaissances dans les secteurs pour que les gens, les entreprises et les régulateurs puissent faire confiance à des solutions technologiques. Il faut d'abord que celles-ci soient compréhensibles. Donc nous investissons dans de la vulgarisation par le biais d'activités de conseil, d'organisation de conférences liées à l'innovation ou d'autres événements comme celui-ci. Voilà, j'espère que cette présentation rapide vous inspirera à construire ensemble un nouvel écosystème plus robuste, plus fort et qui profitera autant aux personnes qu'aux entreprises. Si vous souhaitez en parler, vous pouvez me retrouver ensuite dehors. Merci Daniel, on peut l'applaudir. Et effectivement, vous pourrez redécouvrir toutes les solutions présentées par Meta, mais par aussi tous nos partenaires dans le guide de la nouvelle publicité digitale. Il faut qu'on dépasse les 7000 téléchargements, Augustin, c'est l'objectif des prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour le télécharger. Merci beaucoup Meta aussi pour votre accueil ce matin. On était dans les locaux de Meta à Paris. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin sur LinkedIn. Et désolé pour les quelques minutes de retard. Merci d'être venus dans cette salle. On est un petit peu en retard, donc on va passer en mode conversation autour d'un café pour les gens qui avaient des questions à poser à nos différents speakers. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour les prochains événements de l'Alliance Digitale. N'hésitez pas à rejoindre l'Alliance Digitale. C'est là que ça se passe désormais dans le futur du marketing digital en France. Et on aura un événement mercredi prochain sur l'audio digital, comment l'audio digital parle aux annonceurs. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée.